Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'ostéologie de la main. La main est un organe exceptionnel. Il nous permet de saisir, de créer, d'écrire et même de communiquer par le geste. Mais avant de comprendre ses fonctions complexes, il faut d'abord bien connaître sa charpente osseuse. Sur cette maquette, on voit que la main est constituée de 3 groupes osseux. D'abord, le carpe avec ses 2 rangées, ensuite le métacarpe qui forme le squelette de la paume de la main et enfin les phalanges qui forment le squelette des doigts. Le carpe est un ensemble articulé de 8 os solidement unis qui constituent le squelette du poignet. Ils sont disposés en 2 rangées, une rangée proximale et une rangée distale. La rangée proximale comprend les os suivants. De dehors vers le dedans, on a le scaphoïde, le lunatum, le trichitrum et en avant de lui, on a le pisiforme. La deuxième rangée, toujours de dehors vers le dedans, le trapèze, le trapézoïde, le capitatum et le hamatum. Regardez bien, les os de carpe ne sont pas disposés dans un même plan. C'est-à-dire la première rangée et la deuxième rangée dessinent ensemble une gouttière à concavité antérieure. Donc une gouttière à concavité antérieure. Cette gouttière est limitée latéralement par les tubercules du scaphoïde et de trapèze, immédiatement par l'os pisiforme et le crochet de l'os hamatum ou l'humulus de l'hamatum. Cette gouttière n'est pas laissée ouverte, elle est fermée en avant par un épais ligament fibreux qu'on appelle soit le ligament annulaire antérieur du carpe ou tout simplement le rétinaculum défléchisseur. Voilà, j'ai représenté sur cette maquette le ligament annulaire antérieur du carpe ou le rétinaculum défléchisseur, donc il va fermer en avant cette gouttière osseuse. Et en se fermant ainsi, cette gouttière osseuse et ligamentaire se transforme en un canal inextensible qu'on appelle le canal carpien. À l'intérieur de ce canal passent les tendons fléchisseurs superficiels et profonds des doigts et le tendon long fléchisseur du pouce entouré de leur gaine synoviale. Et surtout, un élément noble, le nerf médian. Ce nerf médian, coincé dans un espace aussi rigide, peut être comprimé si la pression augmente à l'intérieur de ce canal. Cette compression donne naissance au syndrome du canal carpien. Cliniquement se traduit par des troubles sensitifs à type de fourmillement et des engourdissements du pouce, du 2e, 3e et la moitié latérale du 4e doigt, et des signes moteurs comme une atrophie ténarienne avec une faiblesse de la pince pouce-index. Donc au total, le syndrome du canal carpien est la compression du nerf médian dans un tunnel inextensible et se traite par libération chirurgicale si nécessaire, qui consiste à l'ouverture de ce rétinaculum défléchisseur pour libérer la pression au sein de ce canal. Le deuxième segment de la main, c'est le métacarpe. C'est le squelette de la paume de la main. Il est formé de 5 métacarpiens numérotés de 1 à 5 en allant vers la ligne médiane. Ces os délimitent entre eux 4 espaces interosseux. Le premier, le deuxième, le troisième et le 4e espace interosseux. Maintenant, on va voir les caractères communs aux métacarpiens. On leur décrit un corps et 2 extrémités. Le corps, c'est un prisme triangulaire concave en avant. Il comporte une face postérieure ou dorsale, 2 faces latérales
deux faces latérales qui donnent insertion au muscle interosseux, deux bords latéraux qui sont visibles en bas et un bord antérieur ou palmaire. Une extrémité supérieure de forme cuboïde et une extrémité distale ou tête de forme sphérique. Maintenant, les caractères propres à chacun des métacarpiens. On va commencer par le premier métacarpien qui est assez différent des autres. Il est plus court, plus volumineux et situé dans un plan antérieur. Vous voyez, dans une vue de profil, on voit que le premier métacarpien il est situé dans un plan antérieur par rapport aux autres métacarpiens, ce qui lui permet les mouvements d'opposition. La base s'articule avec le trapèze, mais ne s'articule pas avec les autres métacarpiens. Le corps donne insertion aux muscles opposants du pouce et aux interosseux palmaires et dorsales. La fracture de la base du premier métacarpien est fréquente chez les boxeurs. On l'appelle fracture du Bennett. Le deuxième métacarpien, c'est le plus long de tous les métacarpiens. Sa base s'articule avec le trapèze, le trapézoïde et le capitatum. Le troisième métacarpien, sa base s'articule avec le capitatum et les deux métacarpiens adjacents. Le quatrième métacarpien, il est très grêle. Sa base s'articule avec le capitatum et l'os amatum et les métacarpiens adjacents. Le cinquième métacarpien, sa base s'articule avec l'amatum et le quatrième métacarpien. Et les têtes des métacarpiens, ils sont très saillants lorsque le poing est fermé. Ils sont facilement palpables. Voilà donc les têtes des métacarpiens, ils sont très saillants et facilement palpables. Les phalanges forment le squelette des doigts. Ils s'articulent avec les métacarpiens en haut. Alors il y a des caractères communs, c'est que chaque doigt, sauf le pouce, possède 3 phalanges qui sont, en partant du métacarpe vers l'extrémité des doigts, la phalange proximale ou première phalange, la phalange moyenne ou deuxième phalange, la phalange distale ou troisième phalange. Le pouce ne possède que 2 phalanges, proximale et distale. Chaque phalange possède une base, un corps et une tête. Alors pour les caractères particuliers des phalanges, pour la phalange proximale, on a une base qui est articulaire avec la tête du métacarpien. Il comporte 2 saillies latérales où s'insèrent les ligaments métacarpo-phalangiens. Un corps qui est concave en avant et une tête articulaire avec la phalange moyenne. Il comporte 2 dépressions latérales, où s'insèrent les ligaments articulaires unissant les phalanges proximales et moyennes. Phalange moyenne, elle est plus petite que la phalange proximale, mais d'aspect identique. Et la phalange distale, elle est encore plus petite, avec un corps aplati et une tête en fer à cheval répondant à la pulpe de doigt.